Mesdames, Messieurs, bonjour. La collaboration scientifique du Musée du Louvre avec les Antiquités soudanaises, la National Corporation for Antiquities and Museums, qui est basée à Khartoum, est définie par une convention cadre et inscrit le Louvre dans la dynamique de recherche actuelle sur l'histoire du Soudan, et notamment sur le monde de Méroé. Recherche qui s'intensifie depuis une dizaine d'années. La collaboration en matière d'archéologie s'illustre par les fouilles du site de Mouaïs. Mouaïs se situe à 170 km au nord de la capitale du Soudan, Khartoum, et à 50 km au sud de Méroé, capitale éponyme de l'Empire. Mouaïs se trouve donc dans cette région appelée l'île de Méroé et semble être un établissement majeur de l'Empire méroïtique. Ce site est privilégié, car aucune fouille n'avait jamais été entreprise sur ce site avant les fouilles du Louvre débutées en 2007 par Michel Beau. L'implication du Louvre en termes de travail sur le terrain au Soudan est donc récente. Mouaïs, contrairement à Méroé, la capitale, et aux autres sites bien connus de Moussawarat et Soufra, Naga ou encore Ouad Ben Naga, que vous pouvez voir sur la carte, n'a pas plus attiré les voyageurs du XIXe siècle que les archéologues du XXe siècle. En fait, actuellement, le long du Nil, il est difficile de pouvoir étudier de grands ensembles urbains préservés. En effet, les crues, les mouvements du Nil, les fouilles anciennes, les pillages nous privent de beaucoup de sites potentiels, et la lecture du terrain est devenue difficile à la suite de l'ensemble de ces perturbations. Celle de Mouaïs a été facilitée par une prospection géophysique. D'une quinzaine d'hectares, Mouaïs se compose donc de nombreux monuments variés, arasés, en briques crues essentiellement. La fouille de Mouaïs, qui est actuellement terminée, a permis de développer un programme de recherche sur un pan de l'histoire du Soudan un peu moins connu, qui est la civilisation de Méroé. Afin de replacer Mouaïs par rapport au fleuve dans l'Antiquité, des recherches s'effectuent sur l'environnement ancien. Ce rapport au fleuve amène donc à se poser la question des liens avec les autres villes du même modèle dans l'Empire de Méroé, notamment entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, grande époque de construction dans la région de Méroé. Mais Mouaïs n'est pas qu'un lieu de pouvoir. Un riche artisanat s'y développe, et notamment grâce à la présence de fours, nous pouvons étudier des procédés anciens de fabrication des objets. La variété des structures et la richesse du mobilier fait de ce site un grand vecteur d'information, notamment pour la compréhension de la vie quotidienne, que ce soit à travers l'architecture, les objets ou les restes végétaux et animaux. Pouvoir mettre en œuvre toutes les étapes de la mise en valeur d'un site archéologique presque inconnu, de sa prospection à sa protection, est une rare opportunité. Malgré tout, une fouille programmée n'empêche pas qu'un site soit menacé, et notamment dans notre cas par l'extension des terres agricoles. Mouaïs est en effet entouré par les cultures qui, par la nécessité de construction de canaux d'irrigation, ont isolé une partie du site et la végétation s'y développe densément. Les fouilles de Mouaïs permettent ainsi de sauvegarder un patrimoine important du Soudan et de faire découvrir la richesse que ce site de 15 hectares offre aux chercheurs à travers les différentes études. Ce site est une grande étendue sablo-limoneuse, aujourd'hui colonisée par des arbustes épineux. Et cette configuration topographique ne pouvait pas laisser présager un site archéologique d'importance majeure. Et Mouaïs, durant le méroïtique classique, donc entre le premier avant et le premier après, montre toutes les composantes architecturales, urbaines des villes liées au pouvoir en place. Ces villes servent à la démonstration de la puissance du pouvoir, comme ici l'exemple du temple que nous appelons le temple J, construit par Natakamani Amani Touré, dont des fragments de cartouches sur enduit peint ont été retrouvés. La mise en valeur de ces structures est très complexe. Elle nécessite un entretien sur le très long terme. Face à ce constat, la solution la plus pérenne est de préserver les structures par le réenfouissement, avec comme préalable la consolidation des murs et des enduits. La matérialité des structures fouillées existe donc désormais à travers les plans, les photos, ceci permettant d'en faire l'étude et d'en proposer des restitutions. Dans cette réflexion sur la conservation, l'expertise des restauratrices de notre département, Cécile Lapéry et Sophie Duberson,
a été fondamentale, comme pour celle de la conservation des objets sortant de fouilles. Ces objets, contrairement aux structures, sont toujours visibles en magasin et ou en musée. Ce mobilier très riche en contexte recèle notamment des types d'objets peu connus et peu publiés jusqu'ici. Grâce à ces témoignages matériels, nous constatons une grande variété des activités artisanales. La céramique trouvée en grande quantité, les outils en pierre nécessaires à la fabrication des pigments pour les enduits du temple, mais aussi pour moudre le grain, faire le pain, la présence des fusailloles par exemple, mais aussi en évidence l'activité textile. Ces objets renseignent aussi sur le quotidien des individus, par la présence importante d'éléments de parure, comme les perles et les amulettes. À titre d'exemple, nous pouvons citer des études majeures, notamment pour les figurines féminines et animales, dont la variété est exceptionnelle, et les scellements qui permettent d'avoir l'empreinte de sceau aujourd'hui disparue. Ces inédits font des collections de références pour la culture matérielle méroïtique, mais aussi pour l'iconographie. L'ensemble de ces objets permettent alors de donner une fonction et une datation relative aux structures dégagées. Afin de finaliser et de compléter les études de terrain, des échantillons sont ensuite analysés en laboratoire, comme les graines et les charbons, pour obtenir des datations par carbone 14. Datations qui ont été réalisées par Antoine Zazot. D'autres échantillons sont gardés comme référence sous leur forme complète ou sous forme de lames minces pour étudier la géoarchéologie du terrain. Ces études sont menées notamment au sein du muséum par Charlène Bouchot, Joséphine Le Sur et Antoine Zazot. Ces études permettent de mieux connaître la flore et la flore antique, notamment l'arrivée du coton dans la région, qui est un sujet d'étude très développé actuellement. Ces échantillons seront aussi utilisés dans le cadre de comparaison pour les autres sites dans la région. L'ensemble de ces études permet désormais de connaître l'occupation de Mouaïs et de replacer ce site dans l'histoire de l'île de Méroé. Ce site, qui est un village bâti au IVe siècle avant Jésus-Christ, devient une ville dédiée au pouvoir en place au 1er siècle avant Jésus-Christ et le sera jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, avec des temples et un palais. À leur abandon au IIe siècle et jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, Mouaïs deviendra une zone de production de céramique et d'objets en métal notamment. Mouaïs, bien que réutilisé jusqu'à l'époque moderne, conserve une stratigraphie et des structures très bien conservées qui nous ont livré une partie de son histoire. Histoire qui fut partagée à Paris. En effet, le partage de compétences et la coopération technique en matière de recherche, de restauration ont abouti à une exposition « Méroé, un empire sur le Nil » au musée du Louvre du 26 mars au 6 septembre 2010, avec des objets provenant des fouilles de Mouaïs et offerts au regard du visiteur pour la première fois. Cette exposition a permis également de présenter les nouveaux résultats des recherches sur l'empire de Méroé. Je vous remercie.